Célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse, commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara ou encore sécurité, notamment lutte contre le terrorisme, mais aussi élections locales en Côte d'Ivoire entachées par des scènes de violence qui rappellent de mauvais souvenirs pour ce pays. Voici entre autres les temps forts de l'actualité de la semaine qui vont meubler cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 7 Info de ce dimanche 21 octobre 2018. Comme je vous le disais hier, c'était la journée nationale de la liberté de la presse et dans un contexte sécuritaire particulier que vit le Burkina Faso, on s'est penché au cours d'un panel sur les modalités de traitement et de diffusion de l'information liée aux attentats terroristes. Les médias doivent-ils ou peuvent-ils tout dire au lendemain d'un attentat terroriste? Voici quelques éléments de réponse apportés par les panélistes. Le terrorisme est un phénomène nouveau pour la presse burkinabé autant qu'il est pour les forces de défense et de sécurité et le citoyen lambda. Si l'attaque du café Cappuccino du 16 janvier 2016 a surgi comme un fait divers et traité comme tel par les médias burkinabés, l'accentuation des attaques au fil des mois a fini par leur imposer un regard particulier. Principal sujet d'inspiration des médias burkinabés par son caractère actualité, ce nouveau phénomène pousse tout de même la presse nationale à reconsidérer son rôle dans un contexte qui tend à placer quelques garde-fous autour de son sacro-saint principe de liberté. Tout est à réenvisager. De la collecte et du traitement de l'information à sa diffusion, il est réclamé aux journalistes la patience, autant qu'il en faut pour perdre la notion du scoop. Parce que tout de suite, lorsqu'il y a une attaque, on a tous tendance à faire le direct. Et maintenant, avec les portables, etc., dès qu'on me dit qu'il y a une attaque ici, je décroche mon téléphone, j'appelle la rédaction, on me prend en direct. Ça c'est très dangereux. Le direct demande quand même une préparation. Le direct doit avoir du contenu. Ce phénomène de terrorisme est même jugé aussi sensible et complexe que le journaliste, en tant que citoyen solidaire de sa nation, doit faire appel à sa responsabilité sociale en pesant ses mots. Alors je voudrais regarder cet exemple de la ville de Djibo, où vous avez des terroristes qui entrent, qui tirent pendant 2 ou 3 heures de temps, qui en ressortent. Et vous avez certains organes qui relaient l'information et d'autres qui disent « Djibo assiégé ». Je ne sais pas si le choix des mots à cet instant-là a été pesé par tous les acteurs de cette rédaction qui ont posé cette... Il y a donc véritablement nécessité à ce que nous nous arrêtions sur ces aspects-là. Le traitement de l'information dans un contexte de terrorisme, voilà la problématique qui se pose avec acuité à la presse burkinabé. Une problématique qui tend même à empiéter sur son devoir d'informer au jour le jour. Comment modérer le flux des informations, puisqu'on reproche aux journalistes d'en faire trop, alors que le public en consomme avec boulimie. C'est-à-dire le public demande encore davantage des informations et en temps réel. Bien sûr, il ne s'agit pas d'appeler les médias à l'autocensure. Il faut juste dire qu'il faut prendre conscience que le sang, les larmes, la colère, la panique, la psychose et les mouvements de foule sont les résultats aussi recherchés par les terroristes. Prise dans la tourmente, réseaux sociaux qui diffusent tout azimut, images proscrites et rumeurs, la presse burkinabé pose de son côté la problématique de l'accès à l'information officielle. Aller sans source, finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut bien faire. Que ce soit en situation ordinaire, déjà, on sait que l'accès à l'information, aux sources d'information dans notre pays, ce n'est pas facile. Et c'est encore plus difficile vis-à-vis de certains acteurs. Et ces acteurs-là, c'est surtout les forces de défense et de sécurité. Et aussi un acteur qu'il ne faut pas oublier, la justice. Mais nous pensons qu'on ne peut pas seulement se contenter des conférences de presse à l'occasion des attaques. Il faut bien qu'à un moment donné, on puisse donner des informations sur les dossiers éventuellement qui sont en cours. La Grande Muette, qui devait être au présidium pour livrer sa réplique sur la question de la difficile accès à l'information officielle, a encore préféré rester muette en brillant par son absence à ce panel organisé par le Centre national de presse Norbert Zongo.
Voilà, et pour parler de cette actualité, nous recevons Siaka Coulibaly, analyste politique. Siaka Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre l'élément avec nous. Vous avez entendu la dernière phrase du journaliste. Les forces de défense et de sécurité ont brillé par leur absence à ce panel. Pourtant, elles ont été invitées. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette posture-là? Je pense que les forces de défense et les forces de sécurité ne sont pas tout à fait d'accord avec la manière dont sont traitées les informations relatives aux attentats et aux attaques qui ont lieu. Ils estiment par exemple que lorsqu'il y a une attaque, on peut signaler qu'il y a une attaque, on peut donner peut-être le nombre de victimes, mais ce qui les embête beaucoup plus, et j'ai entendu le chef d'état-major général de l'armée l'exprimer, c'est d'avoir les identités des personnes décédées avant que le service n'aille informer la famille. Donc la maman est chez elle et puis elle voit la photo de son fils qui se promène sur les réseaux sociaux, mentionné comme étant mort dans une attaque. Donc ça pose un petit problème à leur niveau. Et je pense que c'est en se concertant qu'on peut trouver les points les plus compliqués à gérer. Autant on va permettre aux médias de faire leur travail d'information, autant on verra les zones qui peuvent poser problème également aux manœuvres des forces de défense et de sécurité. Et là, sur ce cas précis de l'information, de l'identité des personnes victimes, il serait peut-être possible de signaler l'attentat, de donner le nombre de victimes, les dégâts qui ont eu lieu, sans donner les informations sur les personnes qui sont vraiment décédées pendant un certain temps. Donc 2-3 jours. Après, on peut donner ces informations-là, ce qui permet au service de régler les questions administratives avant que l'information ne soit publiée. Autrement, on sait tous que maintenant, au vu du maillage du monde, sur le maillage du monde quant au dispositif de l'information, il est quasiment impossible de cacher un événement comme les attaques qui ont eu lieu actuellement. Parce que si les médias burkinabés ne le font pas, c'est très certainement des médias d'ailleurs qui vont le faire, avec plus de distorsion encore que ne le feraient les médias nationaux. Donc j'ai vu le ministre de l'Information tout de suite essayer de faire le parallèle entre les mots utilisés par certains médias. Je sais que oui, effectivement, dans le cadre d'une université, on peut se permettre de discuter de ça, mais sur le terrain, vous pouvez avoir pire en ne permettant pas aux médias, avec l'encadrement, de faire ce travail-là. Alors, et justement, vous parlez de concertation entre les forces de défense et de sécurité et tous les acteurs chargés de traiter et de diffuser cette information-là. Mais justement, ce panel était un cadre de concertation trouvé. Mais le fait est que les forces de défense et de sécurité ne sont pas venues. Oui, c'est lié au fait qu'en général, les activités et les initiatives sont menées quelque peu sans coordination. Ceux qui travaillent de près avec les forces de défense et les forces de sécurité, qui connaissent les préoccupations de ces unités, ne sont peut-être pas au niveau de l'organisation de ce type d'activité-là, qui auraient pu expliquer aux forces de défense en quoi consistait le panel et quel avantage elles pouvaient en tirer. Bon, si ce n'est pas fait, les médias vont penser que les militaires devaient venir et puis se soumettre à toutes les questions, et ce qui n'est pas tout à fait leur façon de voir les choses. Donc je crois que c'est au niveau de l'organisation de ce type d'événements qu'il faut mettre l'accent sur le fait qu'il faille prendre les préoccupations des acteurs avant donc d'organiser ce type d'activité. Alors revenons à ce cas concret sur les identités des victimes que vous venez de poser, les identités des victimes qui seraient données par la presse d'abord avant que l'état-major de l'armée n'aille informer les familles. Le problème, c'est que les identités de ces victimes-là, c'est l'armée elle-même qui les connaît. Comment est-ce que ces identités-là ont pu passer de l'armée et à la presse, parfois même sur les réseaux sociaux, d'abord, avant même que la presse n'en parle? Ça aussi, cela aussi, c'est une question. Très bonne question. Ça permet donc de toucher du doigt l'autre pan de la question, à savoir que, je prends l'exemple des pays très développés comme les États-Unis ou la France. Dans ces pays, l'armée elle-même organise un service de presse qui est presque aussi dynamique que les médias comme vous, qui font que quand il y a des événements de ce type-là, elles sont les premières à lancer les informations. Du coup, on coupe un peu l'herbe sous les pieds des médias classiques qui sont obligés de suivre ce que le service officiel de l'armée ou de la police a déjà lancé.
Donc, ça met en exergue donc, le fait aussi que, quelque part, ces services-là ne sont pas tout à fait opérationnels. Du coup, ça permet... Et quand ces services officiels n'existent pas, il va sans dire, et c'est une réalité qu'il y a des fuites qui viennent de l'armée elle-même. Quand il y a eu l'attaque de l'état-major, aucun journaliste n'avait été autorisé à entrer au sein de l'état-major. Mais on a vu des images qui sont sorties de l'état-major. Ces images-là viennent d'où? Puisque c'était les militaires seuls qui avaient accès à l'état-major. Pas encore l'état-major, mais prenons le cas des soldats qui ont sauté sur les mines au fin fond de la forêt dans l'Est. Il a fallu des gens qui fassent partie du cortège, qui ont fait les photos et qui les ont envoyées. Et ça fait que l'armée ou la police doit effectivement encadrer ces éléments, de sorte qu'on peut peut-être laisser l'information partir, disant oui, il y a eu une attaque, il y a eu tant de morts, mais contrôler la diffusion de l'information sur l'identité des personnes en entendant que les démarches administratives aient été achevées, en disant aussi que partout, que ce soit dans le contrôle de l'information, dans l'encadrement de l'information ou dans les démarches administratives, il faut que l'armée se bouge un peu plus. Parce qu'on n'est plus à un temps où il y avait cette torpeur des populations quant à tout ce qui concerne l'armée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les informations concernant l'armée sont traitées comme toutes les informations. Donc, l'armée doit se mettre au niveau de la situation actuelle pour empêcher que des dérapages n'interviennent dans son fonctionnement. Et vous avez mis le doigt sur une question très importante, c'est-à-dire l'information officielle. Aujourd'hui, quand il y a une attaque terroriste, vous allez sur le site du ministère de la Défense, le site du ministère de la Sécurité, peut-être même du ministère de la Justice, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout pour permettre aux journalistes de donner l'information juste et vraie. On n'a accès à rien. Ça pose le problème. Non, c'est clair. C'est une lacune, hein, il faut le dire. Sur cette question des sites web, il faut dire que c'est l'ensemble des services publics du Burkina qui souffrent de cette lacune-là, en ne publiant pas suffisamment d'informations, ce qui laisse libre cours aux rumeurs et aux informations tronquées, notamment la désinformation. Donc si les sites web des ministères et des institutions sont tenus à jour, il va sans dire que ça oblige les médias à s'en tenir à l'information officielle qui est donnée à ce niveau-là. Alors, les journalistes sont accusés de donner des fausses informations ou peut-être de mettre de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est-à-dire, quand il y a un attentat terroriste, il faut que les journaux, les télévisions, la presse écrite et les radios se taisent, qu'on laisse les réseaux sociaux faire le travail. Je pense que sur ce plan, il faut forcément que les unités de défense et de sécurité prennent les devants en anticipant sur le travail que les médias classiques vont faire. Vous voyez tous les jours dans les grandes chaînes où on organise des points de presse, des services de justice, de police ou de l'armée sur ce qui arrive. Donc dès que la situation arrive, il faut rapidement avoir l'information au niveau des services officiels et tenir un point de presse qui oblige les journalistes maintenant à rester dans le cadre de l'information qui leur a été donnée. Alors, Seka Coulibaly, on parle de liberté. Vous savez que c'était un thème très cher à l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui avait une phrase préférée à chaque fois qu'il parlait. Il disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alors, est-ce que les journalistes burkinabés aujourd'hui peuvent prétendre travailler dans la liberté quand leurs conditions de vie s'apparentent plus à la précarité qu'à autre chose? C'est le sujet de ce dossier, signé Luc Pabelgum. Ils sont au four et au moulin à la recherche de l'information pour les populations. Les journalistes burkinabés sont au cœur de tous les événements. Situations politiques, économiques, crise scolaire, universitaire, grogne syndicale, questions sécuritaires. L'opinion est tenue informée de la vie de la nation par la plume, le dictaphone, la caméra, le micro et les téléphones des hommes et femmes de médias. Considéré comme le quatrième pouvoir, le journalisme se pratique au Burkina Faso dans des conditions difficiles. À côté des autres travailleurs revendiquant l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, le journaliste a tendance à s'oublier. Pourtant, lui aussi a des problèmes. Ces problèmes commencent par son traitement. Si les journalistes des médias publics sont alignés sur la grille salariale des agents de la fonction publique, les journalistes des médias privés, eux, ont fini de couper la queue du diable à force de tirer dessus. Les journalistes du privé, pour la plupart, ne sont pas bien traités. Parce que
Il vous suffit de jeter un regard lors des cérémonies ou bien des manifestations. Vous regardez, vous les prenez même de la tête à la cheville. Souvent, vous avez honte. Ils ne sont pas bien habillés. Ils sont pas... Il y en a même qui sont crasseux. D'aucuns diront que non, que c'est un savoir-vivre. Non, le savoir-vivre là, ça part de quelque chose, de ce qu'on gagne. Les journalistes burkinabés ne sont pas bien payés. Leurs salaires sont loin du travail abattu. Des structures se sont battues pour améliorer leurs conditions. Parmi elles, le SYNATIC, le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture. Sans conditions véritables de travail, et puis aussi d'un minimum pour assurer quand même le quotidien, s'occuper de la famille, la santé et tous les autres problèmes, ça sera quand même difficile. C'est pourquoi nous exigeons que la convention collective soit appliquée dans les médias privés. Voilà, c'est un départ. Il y en a qui prétextent que le contenu sur le plan de la grille indemnitaire salariale, c'est déjà dépassé maintenant. Face à la précarité au niveau des travailleurs des médias privés, la convention collective a été accueillie comme un ouf de soulagement dans le milieu. Cette convention signée d'accord partis avec les employeurs depuis 2009 n'est pas appliquée dans la plupart des médias. Du coup, on assiste à une certaine clochardisation même de la presse, de la presse. Ces faits permettent aussi souvent aux journalistes de justifier souvent les dérives ou les écarts vis-à-vis de leur éthique et de leur déontologie. Donc c'est des faits déplorables. Il n'y a pas en fait de liberté pour des gens qui vivent dans des conditions de précarité. L'AJB, l'association des journalistes du Burkina, fait bien de le dire, si rien n'est fait, la clochardisation n'est pas loin. Sur le terrain, cette misère se ressent. Chez les patrons, on pense faire des efforts pour un meilleur traitement des journalistes. À la CEP, la Société des éditeurs de presse, les entreprises de presse feraient avec les moyens de bord. Il y a des organes de presse qui essaient de faire le maximum, en tout cas en termes de salaire. Parce que ce qui pose problème au niveau de la convention collective, ce n'est pas le plafond de salaire proposé. Là, c'est plus ou moins gérable par beaucoup d'entreprises de presse. Ce qui pose problème, c'est toute la chaîne d'indemnités qui vont avec et qui gonflent effectivement les traitements salariales des agents à chaque mois et qui font que c'est pas toujours, quelle que soit la volonté, c'est pas toujours évident pour beaucoup d'entreprises de pouvoir effectivement, comme on appelle, respecter ce qui est prévu. La liberté d'opinion, d'expression, de presse et surtout celle de la plume s'exerce avec le minimum pour les acteurs du domaine. Un journaliste bien traité est un journaliste à l'abri de toutes les tentations. Le salaire ne suit pas le travail que le journaliste fait. Parce que le journaliste n'a pas de repos, il n'a pas de temps pour la société, pour sa famille, pour son entourage. Et souvent même, il est critiqué pour ça. Mais au-delà de ça, si les conditions financières suivaient, il serait satisfait quelque part. Au Burkina, en tout cas, c'est compliqué. Ailleurs, même dans la sous-région, quand tu vois les journalistes d'ailleurs, toi-même, tu te poses des questions, quoi. Est-ce que tu t'es pas trompé de vocation? À la faveur des journées nationales de liberté de la presse, des thèmes sont chaque fois retenus. Indépendance de la presse, sécurité, des thèmes aussi variés que diversifiés. Mais à quel moment parlera-t-on des journalistes eux-mêmes? La liberté, c'est d'abord celle de la poche. Or, à ce niveau, les journalistes suivent les revendications salariales, les statuts particuliers et les indemnités dont bénéficient les autres en spectateurs, se demandant parfois s'ils vivent dans le même pays. Voilà, c'est un dossier signé Luc Pabelgem avec le style particulier qu'on lui connaît, Siaka Koulibaly. Les mots sont très forts, crasseux, clochardisation. Cela en dit long quand même sur les conditions de vie des journalistes burkinabés. Oui. Il y a des termes utilisés qui choquent quand même quand on l'entend. On a du mal à croire que c'est une réalité. Mais et pourtant, c'est une réalité, croyez-moi. Ouais. Je suis très souvent sur le terrain en reportage et je peux vous dire que les mots que la dame a utilisés sont les mots qu'il faut pour coller à la description des faits.
Pour ceux qui sont assez proches des médias, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans ce milieu, surtout par le rendu de la plupart des entreprises de presse ou les médias, parce qu'on constate souvent la qualité du traitement de l'information est assez déplorable. Et quand on essaie de comprendre, on se rend compte qu'il s'agit généralement des stagiaires permanents, donc qui sont employés par les médias, et qui, eux aussi, du fait de la condition précaire qui est la leur dans ces médias-là, en font tout juste un point de passage. Lorsqu'ils auront un peu d'expérience, ils vont évoluer vers un autre milieu, ou en entendant que la chance leur sourit pour aborder un autre métier. Du coup, il n'y a pas de stabilité de l'emploi dans le métier de journaliste. En tout cas, une très infime proportion est dans des conditions suffisantes pour faire un travail la tête tranquille. Du coup, le rendu donc, du travail des médias pose effectivement beaucoup de problèmes. Et ça vient aussi expliquer ce conflit en griffe entre les forces de défense et de sécurité et les médias sur la question liée aux attaques terroristes. Donc, si vous avez un journaliste qui se cherche, comme on dit généralement, il ne va pas prendre les choses par quatre chemins, il va juste balancer l'information telle qu'elle est, sans prendre les garde-fous, parce qu'il veut démontrer qu'il a la qualité des journalistes afin d'attirer soit d'autres patrons de presse, soit d'autres responsables d'institutions, afin qu'on lui fasse un autre contrat de travail où il va être meilleur. Du coup, il faut peut-être aller au fond de la condition des journalistes pour pouvoir essayer de régler un peu toutes ces questions liées aux médias et à la liberté de presse également, qui posent problème dans certains cas, notamment dans le contexte du terrorisme actuel. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, et il faut le souligner, parfois il y a certains articles, certains traitements de l'information qui laissent à déplorer, mais dans la grande majorité, les journalistes burkinabés sont beaucoup respectés dans la sous-région, mais il va sans dire qu'il y a quelques exceptions. Mais le fond du problème que vous soulevez, tout le monde le sait, tous les acteurs pratiquement le savent, mais on a l'impression que la situation arrange tout le monde, les patrons des prêtres, les autorités administratives, législatives, personne ne s'en inquiète. Non, je ne pense pas que les responsables des médias soient heureux de voir les conditions dans lesquelles travaillent leurs employés, leurs journalistes. Je pense surtout qu'il y a des difficultés pour les entreprises de presse d'assurer les conditions minimales convenables. Et ces difficultés-là seraient liées à quoi? Les difficultés sont liées à la rentabilité des entreprises de presse. Tant qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau de rentabilité, leur permettant de sécuriser les carrières des journalistes, et qu'il faut toujours, disons, faire face à l'imprévu, il va être difficile. Parce que parfois, les médias peuvent avoir une rentrée, il peut très bien contenter les journalistes avec de l'argent qui est disponible, mais est-ce qu'il peut tenir à ce rythme-là sur la durée? Donc, de peur de commencer un traitement qui ne va pas aller jusqu'au bout, bon, le responsable des médias reste toujours dans l'à peu près, de sorte que finalement, on ne s'en sort pas. Parce que c'est une affaire à double face. Autant les journalistes ne sont pas dans les conditions, la qualité du travail n'est pas bonne, et les recettes ne sont pas également bonnes. Parce que s'il y avait des très bonnes... mais vous parlez de recettes qui ne sont pas bonnes, mais ma foi, il y a des fois un gouffre, mais très abyssal, entre les conditions dans certains cas. Dans certains cas, oui. Entre les conditions de vie des journalistes et puis le train de vie des patrons de presse. Cela est quand même révélateur d'une certaine situation. Pour les patrons de presse et leur train de vie, je pense qu'il faut mettre un bémol. Parce que le patron de presse est un entrepreneur. Donc, il mène une activité génératrice de revenus. Donc, son entreprise doit lui générer des bénéfices. Et c'est sur ces bénéfices, généralement, que son train de vie s'appuie. Alors, au détriment de ses employés? Oui, je ne dis pas que ce devrait être au détriment, parce que ça aussi, c'est une affaire qu'il faut prendre très au sérieux. Par exemple, le Conseil supérieur de la communication, au lieu de sanctionner les médias pour telle information qui aurait été diffusée par le média, il devrait voir aussi, est-ce que le média applique la convention collective au profit de ces journalistes? Peut-être on peut suspendre des gens, des médias,
Et ça va peut-être attirer l'attention sur les conditions des journalistes. Justement, venons-en à cette convention collective. J'écoutais tout à l'heure Sidiki Dramé, le secrétaire général du Synatic, qui disait qu'il fallait appliquer cette convention collective. Je ne sais pas si il se rend compte de ce qu'il dit, mais la convention collective, elle est déjà dépassée. Elle est complètement dépassée. Aujourd'hui, dans cette convention collective, les indemnités de logement pour un journaliste, c'est 15 000 francs CFA. Est-ce qu'ici au Burkina Faso, on peut trouver un logement, un toit à 15 000 francs CFA? J'ai aussi écouté le président de la CEP, qui a expliqué que le salaire brut n'est pas ce qui pose problème aux médias. Ce sont les indemnités. Alors, si j'écoute la critique que vous émettez, ça veut dire que cette convention collective qui est déjà dépassée n'est même pas mise en œuvre. Tout à fait. C'est-à-dire que même les 15 000 francs que vous trouvez dérisoires ne sont même pas déployés aux journalistes. Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il faut déjà travailler à la mise en œuvre de la convention collective actuelle et envisager une autre. Parce que si vous révisez la convention collective et que vous portez ça à 50 000. Si on procède comme vous le dites, mais c'est un piège pour les journalistes. Parce qu'après, ils ne pourront plus faire aucune réclamation. Non, à mon avis... Dans cette convention collective, vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de la télévision, il y a ce qu'on appelle les JRI, les journalistes reporters d'images. Eh bien, ils ne sont pas pris en compte dans la convention collective. Ce sont les journalistes qui font les images, qui font le montage, qui font le test, qui font tout ce travail. Ils ne sont pas mentionnés nulle part dans la convention collective, ils ne sont pas pris en compte. Comment est-ce qu'on peut demander d'appliquer cette convention collective quand on sait que 2/3 des journalistes aujourd'hui sont des JRI? Je ne conteste pas le fait que la convention collective soit dépassée. C'est un fait. Mais déjà, elle n'est pas appliquée partout. Donc, moi, je pense qu'il faut pousser. Et ça, c'est le travail des organisations syndicales, comme le Synatic, de pousser à ce que la convention soit appliquée et, dans un deuxième temps, travailler à modifier cette convention collective. Comme j'étais en train de le démontrer, si à 15 000 francs d'indemnité de logement, les médias n'arrivent pas à assurer, est-ce qu'ils pourraient l'assurer à 75 000? En ce moment, le gouffre sera tel que ça va poser des sérieux problèmes. Donc, je crois qu'il faut travailler sur les deux terrains. D'abord, faire appliquer cette convention collective et travailler dès maintenant à engager une révision. Et pour revenir à la rentabilité des entreprises de presse, est-ce qu'il ne faut pas appuyer peut-être du côté de la fiscalité? Oui, c'est une source, c'est une voie, pour améliorer la situation. Mais je pense aussi qu'il y a un autre niveau où il faut appuyer, c'est celui des promoteurs de presse. À mon avis, ce ne sont pas des bons capitaines d'industrie. Ils doivent se rendre compte que plus le journaliste est dans les bonnes conditions, plus il fait un bon travail, et ce travail rapporte plus. Donc c'est juste respecter les logiques capitalistes que les directeurs et les présidents de médias doivent appliquer. Il faut peut-être leur mettre la pression à ce niveau-là pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'engranger des recettes et les utiliser soi-même au détriment de ceux qui font rentrer de l'argent, en sachant que si on prend en charge les conditions acceptables pour les journalistes, ils vont faire un meilleur travail et ce travail va rapporter encore plus. Alors on va évoluer et cette fois-ci on passe carrément à un autre sujet au cœur de l'actualité cette semaine également. La commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, c'était le 15 octobre 1987. Eh bien, 31 ans après, ce 15 octobre 2018 a été posée la première pierre du mémorial qui lui est dédié. C'est un élément d'Alfred Ituye. C'est ici, au sein du Conseil de l'Entente, en plein cœur de la capitale burkinabé, que Thomas Sankara et ses 12 compagnons ont été assassinés. Ce 15 octobre 2018, soit 31 ans après son assassinat, ses héritiers, aujourd'hui hommes politiques, leaders de la société civile et citoyens tout court, se souviennent de lui. En lieu et place du traditionnel dépôt de gerbes de fleurs, une brique. Elle marque le début de la réalisation du mémorial Thomas Sankara. Cette cérémonie de pose symbolique de la première pierre de la stèle sur laquelle doit reposer la statue géante du président Thomas Sankara et les bustes de ses 12 compagnons et la matérialisation concrète du réveil du phénix afin que tous ces héritiers de par le monde aient un lieu de rencontre, d'inspiration, de ressourcement de l'idéal du président Thomas Sankara afin de continuer à oser inventer l'avenir. L'érection des mémorials pour lui donner vie aux idéaux du Conseil national de la Révolution, un site pour constituer une source d'inspiration pour les Burkinabés, une vision à laquelle adhère le régime Kaboré. Je suis ému parce que Thomas Sankara a été et demeure ce grand panafricaniste
qui a contribué à la réhabilitation de la dignité de l'homme noir et du continent. Il est évident que lorsqu'on est associé à un événement autour de sa personne, on ne peut qu'être transformé, mais transformé positivement. La réalisation de ce mémorial n'est pas de trop. Mais sa réalisation exige un engagement de tous. Le gouvernement, comme il l'a toujours fait, jouera sa partition. Parallèlement à l'érection du mémorial, le dossier judiciaire lui suit son cours. Il évolue positivement selon Maître Sankara, avocat de la famille. Ce même jour, c'est-à-dire le 15 octobre dernier, c'est la ville de Koudougou que l'UNIR PS a choisi pour rendre hommage à Thomas Sankara, une journée au cours de laquelle les responsables de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe des résistants au coup d'État qui ont été tués dans cette ville. Une gerbe de fleurs, c'est ce que les dirigeants de l'UNIR PS sont venus déposer sur cette tombe au quartier burkina de Koudougou. Ici, une vingtaine de personnes, exclusivement des militaires résistant au coup d'État de 1987, auraient été enterrées dans une fosse commune après avoir été tuées dans les heures et les jours qui ont suivi l'assassinat de Thomas Sankara. Rappelez-vous qu'il y a des soldats qui ont été pourchassés dans leur propre famille, qui ont été pris devant les parents, tués et brûlés. Des hommes qui sont morts pour des idéaux, dira Maître Benewende Sankara. Pour le président de l'UNIR PS, c'est un devoir de perpétrer leur combat, notamment auprès des plus jeunes. Continuer toujours à défendre les idéaux de vérité, de justice, et surtout continuer à éduquer et à former nos enfants pour qu'ils gardent haut le flambeau. Et pour atteindre cet objectif, les dirigeants de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste optent pour la formation de la jeunesse. Ce jour du 31e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, un centre est donc lancé. Ça peut être des élèves, des étudiants, des militants que nous allons former dans le cadre de notre vie politique et idéologique. Au terme d'un panel qui a réuni plusieurs dizaines d'étudiants, l'occasion pour Maître Benewende Sankara d'installer le nouveau président des élèves et étudiants de l'UNIR PS. Voilà, avant de se rendre à Koudougou pour cette commémoration, Benewende Sankara était à la pose de la première pierre du mémorial que vous venez de suivre dans le premier reportage. Siaka Koulibaly, le mémorial Thomas Sankara va peut-être débuter, mais il y a quand même un flou quelque part. À deux niveaux, il y a le cabinet d'architecture qui avait été retenu pour construire ce bâtiment qui est en proie à des bisbilles avec les initiateurs du projet. On parle de plagiat, de la maquette. C'est dans ces conditions que la pose de la première pierre a lieu. Est-ce que cette situation ne pose pas un véritable problème? Oui, je pense que c'est un incident de parcours. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mémorial Thomas Sankara participe donc de la dimension symbolique de la vivification de l'esprit de Thomas Sankara et de son œuvre. Et ça reste donc une activité de type symbolique. Il est plus important de réfléchir à deux autres dimensions qui étaient intimement liées à l'histoire de Sankara. C'est la question de la justice. Où en sommes-nous avec ces dossiers? Est-ce que nous avons avancé maintenant ou reculé? Parce que si on s'en tient aux dernières informations publiques, ce serait que l'identification même du corps avait été bloquée parce qu'on n'avait pas retrouvé suffisamment d'indices pour attester qu'il s'agissait vraiment de Thomas Sankara. Alors, dans cette tombe-là. Nous allons revenir sur cet aspect particulier, mais revenons à un autre aspect du mémorial, c'est l'épouse de Thomas Sankara qui aurait marqué son opposition quant au site retenu pour la construction de cette bâtisse. Alors, sa position a donné lieu à deux commentaires différents et à ceux qui estiment que oui, en tant qu'épouse de Thomas Sankara, elle a été marquée
par l'assassinat de son mari. Elle a donc le droit d'avoir un regard, ne serait-ce que par bienséance, sur la construction de ce bâtiment. Mais il y a aussi un autre son de cloche, une autre musique qui dit que Thomas Sankara n'appartient plus à sa famille, n'appartient même plus au Burkina Faso, il appartient au monde entier et qu'il y a certaines actions qui peuvent se faire sans forcément avoir l'accord de la famille. Moi, mon point de vue est que la veuve a tout à fait le droit d'exprimer une opinion en ce qui concerne son mari. Elle est l'une des premières personnes qu'on approche lorsqu'on veut soit avoir des informations sur Thomas Sankara, soit savoir qu'est-ce qu'il en est donc de la vie de la famille après, notamment les enfants. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce que la famille pense des œuvres qui sont initiées au nom de leur parent Thomas Sankara. Donc, moi, je donne que Mme Sankara a tout à fait le droit d'exprimer sa désapprobation. Et ensuite, il faut considérer que ce qu'elle dit, l'argument qu'elle lance, c'est celui qui dit que l'endroit choisi est chargé de tellement d'horreur qu'elle doute que cela soit intéressant de lier la mémoire de Thomas Sankara à ces lieux-là. D'émotion aussi. D'émotion et d'horreur. Il y a eu beaucoup de tortures à ces endroits, oui, beaucoup d'incarcérations forcées, des exécutions extrajudiciaires, ainsi de suite. Donc, il faut aussi comprendre que chaque fois que certains acteurs vont s'y rendre, cela va réveiller en eux des moments très douloureux. Mais est-ce que ce n'est pas une manière d'exorciser justement cet endroit en allant implanter un mémorial dédié à Thomas Sankara à cet endroit? Oui. En ce moment, pourquoi n'a-t-on pas pu faire le mémorial en un endroit neutre qui aurait permis donc de donner toutes les dimensions positives de l'œuvre de Thomas Sankara, comme le mausolée de Kwame Nkrumah à Accra, où vous allez, il ne s'agit pas de l'endroit où il a été assassiné. On réunit plutôt les éléments qui ont fait partie de sa vie. Vous avez toujours ces lunettes qui sont encore là. Donc là, on a l'aspect positif de l'homme. Ici, s'il faut réveiller encore les moments douloureux qui sont liés à sa vie, je crains que ça n'éternise quelque part et que ça ne donne raison en quelque sorte à ceux qui ont eu raison de lui maintenant. Donc moi, je crois que s'il y avait eu la concertation préalable, peut-être que les choses se seraient passées autrement. À partir du moment où il y a un financement qui est disponible pour réaliser le mémorial, le lieu aurait dû être choisi en concertation avec la famille également. Oui, c'est une situation possible, mais aujourd'hui, force est de remarquer que Thomas Sankara dépasse largement la famille, oui, les frontières du Burkina, les frontières même de l'Afrique. Oui, j'allais terminer en disant que, au-delà de la question judiciaire, il y a une deuxième dimension qui, en général, n'est pas prise en compte. C'est la perpétration de l'œuvre de Thomas Sankara. Et c'est là où l'élément sur le centre de formation de l'UNIR vient compenser un peu tout le vide qu'il y a sur cet aspect des choses, où, jusqu'à présent, on n'avait jamais un lieu fixe où on peut donner des formations sur la vision idéologique de Thomas Sankara. J'espère que le centre promis par l'UNIPS va permettre de compenser un temps soit peu, parce que tous les dirigeants que vous avez à l'heure actuelle au pouvoir, je veux parler de Roch Kaboré, de Simon Compaoré en particulier, ont été révélés par l'œuvre et l'initiative de Sankara et de ses compagnons. Donc, on aurait dû avoir plusieurs initiatives déjà qui permettraient à la jeunesse, ceux qui n'ont pas assisté à ces moments de l'histoire de notre pays, de trouver une source pour s'abreuver et avoir aussi un bagage politique qui leur permette donc de faire leur chemin dans la vie politique. Alors, revenons au dossier judiciaire, vous en parliez. Il y a quelques informations que Maître Bénédé Sankara a données au cours de la journée de commémoration à Koudougou. C'était le 15 octobre dernier. Je vous propose de suivre l'élément et après on revient pour en discuter. Mais on a trouvé au moins sur l'un des corps encore le crâne qui avait des cheveux. Oui. Après tout ce temps-là, il y avait encore une touffe sur le crâne. Mais ça est là. Ce n'est pas le moment de vous dire tout ça, parce qu'il y a des secrets de l'instruction, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Mais vous posez très bien les questions, parce qu'il y a de ces langues de vipères, ces détracteurs qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, il y a des tombes où on a retrouvé les pièces d'identité. Ah si, déjà. On a trouvé par exemple un t-shirt qui était encore intact dans une des tombes. Ah si. Oui, t-shirt que la personne avait porté. Mais je ne donne pas les noms, quoi. Voilà. Mais tous ces éléments sont là. Les ceintures, les chaussures, vous voyez, le plastique dur. Voilà. Donc ces éléments-là sont là.
Voilà, c'était Maître Bénémondi Sankara qui donnait quelques éléments sur le processus d'identification des corps de Thomas Sankara et de ses amis qui avaient été tués en 1987. Siaka Koulibaly, ce sont quand même des détails importants. Il faisait là allusion à l'autopsie, non pas pour la découverte de Ce sont des détails importants, mais qui ne résolvent pas la polémique qui fait rage aujourd'hui sur le sort de Thomas Sankara. Il s'agit peut-être de prouver que ce sont bien les compagnons, ceux qui ont été tués avec lui, qui sont dans les autres tombes, les 12 autres tombes. Mais qui peut garantir aujourd'hui qu'il s'agissait bien de Thomas Sankara dans cette tombe? Parce que l'éventualité qu'il ait été retiré par la suite est assez forte. Et c'est pour ça que le test ADN aurait été déterminant pour démontrer que c'était sa dépouille qui était dans cette tombe-là. Je crois que la polémique porte sur Thomas Sankara et non pas sur les éléments environnementaux. On va certainement arriver à démontrer, à partir des éléments que M. Sankara est en train d'évoquer, qu'il s'agit bien des autres compagnons. Ça, c'est possible. Mais cela ne va pas nous donner la certitude que c'est bien Thomas Sankara qui est dans la tombe qui était supposé être la sienne. Donc ça, il reste toujours un petit doute. Parlant du test ADN, M. Bénémondi Sankara l'a dit au cours de cette conférence de presse également, il y a eu un test qui a été fait par un cabinet, un expert français, et il y a eu un autre test qui a été fait, qui a été ailleurs, un an après, et les deux tests ont été infructueux. Oui. Il a dit, M. Bénémondi Sankara, que le processus était toujours en cours et que les ossements étaient sous scellés, que les familles ont demandé que les ossements soient conservés sous scellés en attendant que le processus judiciaire continue d'évoluer. Non, je ne remets pas en cause le fait que tout est fait pour la manifestation de la vérité. Je dis seulement qu'à l'étape actuelle, la polémique est difficile à éteindre, dans la mesure où on n'a pas la preuve formelle qu'il s'agit de la dépouille de Thomas Sankara. Et sur ce point, on va toujours avoir des doutes là-dessus, jusqu'à ce qu'une nouvelle expertise, je sais qu'avec le temps, la science évolue, et qu'un beau jour, avec un minimum de parties, on pourra déterminer qu'il s'agit bien de Thomas Sankara. Rien ne permet de dire que ce n'est pas Thomas Sankara non plus. Bien entendu. Voilà. Et nous allons continuer sur cette info et parler maintenant de sécurité. Pour cela, direction Bobo-Dioulasso, où les populations sont descendues dans les rues le week-end dernier. Une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. En ces temps où les forces de défense et de sécurité sont durement éprouvées, les populations de Bobo-Dioulasso donnent de la voix pour leur apporter du réconfort. Ils sont des milliers à partir de la place Tiefo Amoro en direction du gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Main dans la main, autorités administratives, politiques, religieuses et populations battent le pavé afin de soutenir les FDS. Nous soutenons nos enfants, gendarmes, policiers, en tout cas tous ceux qui portent la tenue militaire. Nous les soutenons vraiment. Nous sommes de cœur avec eux. Nous voulons vraiment qu'on en finisse avec ce terrorisme. Nous pensons que notre pays souffre de ces assassins inconnus qui, pour des actions de lâcheté de tous les jours, nous sommes sortis d'abord pour dire merci à nos forces de défense, les encourager et prier pour ceux qui ne sont pas là et remercier leurs familles pour le courage et tout ce qu'ils vont endurer. Notre peuple tiendra parole. Une marche qui sert également de cadre à certains pour demander au gouvernement de prendre ses responsabilités. Ce qui pour eux signifie doter les FDS de matériel de pointe afin de faire face à ces nouveaux défis. Nos chères autorités à outiller de plus et de mieux les forces de défense et de sécurité en leur donnant des hélicoptères adaptés à la circonstance, des blindés, des armes de pointe qu'il faut. Et la population ne veut pas continuer à voir nos frères, nos sœurs, nos amis mourir entre les mains de ces gens sauvages, des gens dénués de toute conscience, des barbares. On ne veut plus de la barbarie dans notre chère patrie. Donc il faut doter notre armée d'une armée de pointe, des armes, des fusils, des hélicoptères et tout ce qu'il le faut. Sinon, à l'allure là où on allons, on ne peut pas tenir. Cette marche est organisée par les forces vives de la région des Hauts-Bassins, de concert avec les organisations de la société civile. 5 millions de francs CFA ont été mobilisés et devraient servir à l'équipement des points d'or, conformément à la volonté de ces donateurs. Bon, le sens de cette marche est d'exprimer notre solidarité et notre soutien aux forces de sécurité et de défense de notre pays. Parce que nous savons que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont aussi
des Burkinabés qui meurent pour défendre notre sécurité. Ça veut dire tout simplement que chacun est en train de jouer son rôle. Et nous, en tant que population, nous exprimons notre soutien entier aux forces de défense et de sécurité. Ces actes ignobles, d'une gravité jamais connue par notre pays, ont pour objectif, sans doute, de saper l'effort de développement qu'a entrepris notre gouvernement dans un élan de démocratie réelle, et ce, depuis maintenant 3 ans. Pama, localité située à l'est du Burkina Faso, a été le théâtre de l'une des dernières attaques contre les FDS. Un acte terroriste qui a fait plus de 5 morts, et les populations sorties ce 14 octobre espèrent à travers leur mobilisation contribuer à faire bouger les lignes pour que les vies des soldats soient préservées. Voilà, il faut dire que la situation a évolué. La dernière attaque a eu lieu à Djibo cette semaine même, avant-hier, si je ne me trompe pas. Siaka Koulibaly, les actions de soutien aux forces de défense et de sécurité se multiplient. Les attentats terroristes aussi se multiplient. On vient d'entendre la phrase de l'un des marcheurs. C'est une phrase terrible qui dit que si les choses continuent comme ça, on ne pourra pas tenir. Est-ce que c'est cette posture de résignation qui est en train de gagner progressivement les populations? Oui, je crois que les marches, toutes les marches qui ont eu lieu ont donnent un seul message, hein, le message de la peur. Et chaque acteur l'exprime en fonction de sa sensibilité, du cadre qu'il a organisé. Les personnes qui marchent pour soutenir les FDS hein, le font aussi pour apporter leur appui à ces FDS-là, un soutien moral qui leur est donné, afin que les combattants soient soutenus et aient le courage de savoir que derrière, il y a toute la population qui les soutient. Mais en même temps, ça démontre que ce sont des dimensions qu'on n'aurait pas dû arriver parce que les populations sont des populations qui comptent sur les dirigeants politiques hein, qu'elles ont désignés. Donc, en sortant comme ça démontre quelque part que le boulot n'est pas fait à un certain niveau, notamment au niveau de la réponse institutionnelle au phénomène. Et comme vous l'avez dit, malgré les marches qu'il y a eu, on a vu que les attaques ont eu lieu. Et la plus symbolique a eu lieu à Djibo, effectivement. C'était dans la nuit du jeudi à vendredi. Il y a quelques heures seulement, où on a démontré que maintenant, toutes les parties du territoire peuvent être attaquées sans que la riposte ne soit organisée. Et je crois que ça a été un processus... Pardonnez-moi de vous interrompre. On ne peut pas dire que la riposte n'est pas organisée. À chaque fois qu'il y a eu une attaque, il y a eu quand même une riposte des forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'il n'y a pas eu, pour des raisons stratégiques et tactiques, assez de communication sur ces ripostes, mais à chaque fois, il y a eu des ripostes. Vous avez pu lire l'interview du maire de Djibo, qui a déploré le fait qu'à Djibo, il y ait la gendarmerie, il y ait la police, il y ait aussi un groupement antiterroriste, GFAT, qui a un détachement dans cette ville-là. Et pendant tout le temps de l'attaque, aucune autre force n'a été vue sur place pour aider les gendarmes. Donc, on est obligé de dire qu'il n'y a pas eu de riposte, même si par la suite, comme on le sait d'habitude, il y aura ce qu'ils appellent un ratissage qui va se faire. Mais il faut analyser dans le fond pour dire que cette situation est due aux effets que les mines ont eus ces derniers mois-là. Donc, on a vu que lorsqu'il y a une attaque, chaque fois que les renforts essaient de se rendre sur les lieux, il y a une explosion des mines. Donc, par fini, les unités de lutte antiterroriste ont fini par se dire, bon, c'est peut-être une façon d'atteindre le moral des troupes en agissant de la sorte, ce qui fait que finalement, les renforts sont de plus en plus difficiles à organiser. Et on craint que, dans cette situation-là, les terroristes n'aient pris le dessus d'une certaine manière et vont continuer à toucher plusieurs autres parties du territoire burkinabé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il est plus difficile maintenant d'organiser la riposte. Mais Djibo, quand même, c'est une localité très symbolique. Très symbolique. Vous savez, c'est là où je suis obligé quand même d'attirer la responsabilité donc, des responsables. De quels responsables parlez-vous? Les responsables politiques, le chef de l'État, le gouvernement. Parce que quand le problème a commencé, en 2016, il s'agissait d'une revendication territoriale. Ansarul Islam, dirigé par Malam Diko,
poser un problème du Guelgodji. En disant, bon, cette province, nous, on voudrait la voir fonctionner comme elle l'était avant l'intervention de la France en tant que puissance colonisatrice. Donc, je crains qu'on ait un peu minimisé le problème. Aujourd'hui, je pense que Malam Dicko n'est même plus l'acteur interlocuteur. On a laissé venir des groupes plus puissants, comme l'État islamique par exemple, qui est le deuxième groupe le plus dangereux parmi les terroristes, après les Chebabs somaliens. Et eux, ils n'ont pas d'état d'âme, ils ne sont pas des Burkinabés, ils ne vont pas avoir de sentiments lorsqu'ils vont attaquer. Et c'est là qu'on constate maintenant que non seulement les attaques sont multiples, mais elles sont plus féroces qu'elles ne l'étaient au temps où c'était seulement Ansarul Islam. Donc je crains qu'il n'y ait pas eu une réponse suffisante au moment voulu, qui aurait permis de circonscrire le problème à un seul niveau, de sorte que ça allait être plus facile de traiter. Alors, vous parlez de la responsabilité des hommes politiques, mais est-ce que force n'est pas de constater qu'il y a quelque part aussi une responsabilité des militaires? Je veux être bien précis de la hiérarchie militaire dans cette affaire. Pour moi, nous sommes les jeunes vont au front, les jeunes sont sur le terrain. Mais est-ce que la hiérarchie militaire se sent concernée par la défense nationale? Mais je pense que oui. Ils ont des responsabilités à divers niveaux dans l'organisation du système de défense. Donc je ne pense pas que leur rôle soit d'être en train d'échanger les coups de feu avec les terroristes. M. Koulibaly, je comprends votre démonstration, mais vous savez que dans l'armée, quand le chef est devant, quand le chef lui-même fait preuve de courage, cela donne quand même une certaine force à ces hommes. Mais c'est difficile de voir aujourd'hui des hauts gradés dans ces régions-là. Ce problème-là, on ne le pose jamais. Le raisonnement que je veux tenir, pour nous démocrates, nous avons toujours demandé que l'armée ne se mêle pas des politiques, notamment en occupant des responsabilités dans les gouvernements et autres. Ça, c'est la position démocratique officielle. Et le président Roch Marc Christian Kaboré l'a mis en œuvre en décidant de ne mettre aucun militaire dans son gouvernement. Voilà. Donc les démocrates n'aiment pas voir les militaires dans les gouvernements. Bon. Ceci dit, quand on a fait cette demande, pendant longtemps, les militaires intervenaient dans la question politique, prenaient le pouvoir, etc., etc. Il y a eu un travail pour les empêcher de le faire. Aujourd'hui, la règle, c'est la soumission du militaire à l'autorité politique élue. Et vous avez pu le constater quand Zida a pris la tête de l'État en 2014. Il y a eu des interventions au plan international pour lui demander de remettre à un civil. Donc aujourd'hui, la responsabilité revient aux civils politiques de donner les orientations, les visions et de réunir les moyens pour que l'armée puisse agir. Une question est de donner les orientations et les visions, mais une autre est que cette hiérarchie, je précise bien cette hiérarchie militaire, les hauts gradés militaires, acceptent de la mettre. La responsabilité est chez les politiques de relever les responsables qui ne font pas leur travail. Pourquoi ce n'est pas fait? Moi, je ne peux pas accepter de dire que ce sont peut-être les généraux ou les colonels qui n'y vont pas. Il y a un responsable politique. C'est à lui de prendre les décisions en disant, bon, on a fait un bilan, on s'est rendu compte que tel aspect ne fonctionne pas. Voilà les mesures que je vais prendre. Et tout le monde suivrait. Malheureusement, il n'y a pas ça. Donc ça permet à tout le monde de penser ce qu'il veut en disant oui, si les généraux étaient sur le front, etc. etc. Okay, vous êtes un peu plus clair sur cette question. Nous allons évoluer et parler d'actualité internationale de cette semaine. On se rend cette fois-ci en Côte d'Ivoire où ont eu lieu les élections municipales et régionales. Un scrutin sous haute tension qui a fait plusieurs blessés et même des morts et des disparus. En Côte d'Ivoire, les résultats provisoires de 189 des 201 communes sont connus. Le parti au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie, domine les tendances avec 89 élus, loin derrière le PDCI d'Henri Konan Bédié avec 47 élus. Le RHDP a arraché la victoire dans les plus grandes communes du district d'Abidjan, notamment Trècheville, Koumassi, Yopougon et Abobo. Un scrutin notamment dominé par une montée en force des candidats indépendants qui comptabilisent à ce stade du décompte des voix 57 élus. De son côté, le PDCI a remporté la mairie de Cocody et conserve la mairie du Plateau, le centre d'affaires d'Abidjan. Côté régional, le RHDP a raflé provisoirement 18 sièges contre 5 pour le PDCI et 2 pour la liste PDCI-RHDP sur les 28 des 31 conseils régionaux proclamés.
Malgré ce bilan provisoire, le PDCI rejette ces résultats qui octroient une large avance au parti au pouvoir. Du reste, à l'ouverture du congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire lundi à Daoukro, dans le centre du pays, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a clairement accusé le président Ouattara d'immixtion dans les résultats et dénonce les tentatives d'inversion des résultats brillamment obtenus par ses candidats. Des contestations qui ont donné lieu à des violences marquées par la mort de 3 personnes le week-end dernier en Côte d'Ivoire. Voilà, les résultats définitifs du scrutin ont donné le RHDP largement en tête. Siaka Koulibaly, ce qui retient notre attention ici, c'est la violence qu'il y a eu dans cette élection pour un scrutin local. Est-ce que cela présage quelque chose de plus grave en 2020? Oui, on est obligé de penser à cela dans la mesure où ces élections locales étaient une sorte de répétition avant la grande messe de 2020, au cours de laquelle il y aura une élection à fort enjeu, parce qu'il s'agira de la présidentielle, et une élection où il y a encore beaucoup d'inconnus. Est-ce que le président actuel, comme lui permet la Constitution, va être candidat? Ou est-ce qu'il va vouloir faire la passe aux jeunes comme il a annoncé lors du congrès du RHDP? C'est une question qui reste à résoudre d'ici 2020. Et une fois que Alassane Dramane Ouattara n'est pas candidat, quelles seraient les forces en présence? Et tout ça, s'il n'est pas candidat, quelles seraient les forces en présence? Donc, on sait qu'il y a de toute façon beaucoup d'enjeux dans l'élection de 2020. Et pour ces élections qui se sont déroulées, les locales, on est bien obligé de retenir la violence qu'il y a eu, mais aussi on attend de voir quelle a été l'ampleur de la fraude également. Et ça, on est obligé, pour être rationnel, d'attendre le contentieux électoral. C'est à partir du contentieux qu'on saura que telle ou telle action de fraude ont pu avoir lieu, et cela va être attesté par les juges, si tant est qu'on a pu, dans ces pays, atteindre l'indépendance de la justice qui est recherchée dans tous les pays africains. Donc il faut attendre ces aspects-là pour faire un bilan complet des élections locales en Côte d'Ivoire et d'essayer de faire des projections pour 2020. Alors, est-ce que cette élection, ces violences n'étaient pas déjà prévisibles quand on voit à quel point la CEI, la Commission électorale indépendante, était en proie à beaucoup de difficultés? Le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, avait lui-même annoncé qu'il fallait complètement réformer cette CEI et pour finir, il ne l'a pas fait. Voici un peu peut-être le résultat. Oui, c'est vrai. Sauf que ici, je pense qu'il y a beaucoup de réformes à entreprendre dans le système électoral ivoirien. Il y a cette question de la CEI où on pense que les représentants du parti au pouvoir dominent cette commission et que les règles du jeu en ce moment sont mises en œuvre de manière biaisée. Et ça, il faut aussi que le temps qui nous reste d'ici 2020 permette à la classe politique, et ça c'est déjà lancé avec donc, les conflits ou les bisouilles entre le PDCI et le RDR au sein du RHDP. Il faut qu'on arrive à mettre en place des cadres qui assurent la sérénité nécessaire pour les réformes électorales. De toute façon, on sait que dans tous les pays africains maintenant, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a pas mal de difficultés. Le Burkina Faso n'est pas exempt de ces questions de contestation entre la classe politique sur les normes électorales. Beaucoup plus de maîtrise et de calme. Donc il faut dire que la Côte d'Ivoire est à mi-chemin entre le retour total à la paix ou le basculement dans une nouvelle violence, et comme celle qu'on a connue il y a quand même quelques années. Le pays est donc sur une corde très raide. Alors, selon certains analystes et selon les partisans du président Laurent Gbagbo qui est à la Cour pénale internationale, ces élections-là qui ont eu lieu sans le FPI et qui ont été entachées de violence sont peut-être la preuve qu'en 2010, Laurent Gbagbo n'a pas été le seul ou bien n'a pas été à la base de la violence qu'il y a eu. C'est l'analyse que font certains analystes et les partisans de Laurent Gbagbo. Mais ce n'était pas nécessaire d'attendre cette opinion pour se faire une idée de ce qui s'est passé, puisqu'il y a à plusieurs niveaux une revendication que la justice soit faite pour tous ceux qui ont été impliqués dans les violences post-électorales de 2011. Donc il ne s'agit pas seulement d'arrêter les acteurs d'un seul camp, il faut que tout le monde soit concerné. Et ça, je crois que c'est une des épines qui reste au pied du régime actuel, de démontrer qu'il veut vraiment faire la justice
sur ces dossiers des violences post-électorales, en ayant aussi quelques gens qui étaient du camp du président Dramane Ouattara, qui fassent aussi l'objet de poursuites judiciaires. Donc ça, c'est quand même un point important. Et on va voir si d'ici 2020, cette question-là va être réglée. Dans tous les cas, l'absence du FPI a été un point important dans le caractère démocratique équitable des élections en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est sur ces propos que va prendre fin cette info de ce 21 octobre 2018. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour un autre rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité.